Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 6e épisode de la mini-série de l'été Oser être soi. Comme promis lors du dernier épisode, je vais vous partager dans celui-ci comment j'ai décidé de devenir coach après de multiples, et je pèse mes mots, tergiversations pendant la période du premier confinement. Ça commence à remonter. En dehors du fait que cette période a été très anxiogène, je vous partagerai comment l'arrivée du Covid a été, dans mon cas, une réelle opportunité. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. C'est une heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Alors si vous souhaitez résoudre un problème lié à votre business ou avoir une partenaire pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi ou retrouvez le lien vers l'offre dans le résumé de l'épisode. Bon, je commence. Donc la période, je sais pas, ça commence à remonter, plus de 2 ans, on y est encore. Pas de la même manière, mais on en parle toujours à l'heure où je fais cet enregistrement. La période du Covid a été vraiment extrêmement anxiogène pour tout le monde. Mais comme j'essaye toujours de voir le côté positif dans tous les malheurs, alors j'ai vu une merveilleuse opportunité et je vais vous raconter. Car, rappelez-vous, c'est nous qui décidons comment nous voyons le monde. Nous pouvons choisir de voir que c'est une catastrophe et que nous sommes tous foutus, ou de voir une opportunité de pouvoir voir le monde différemment et de décider surtout de faire les choses différemment. Alors, je ne vais pas me mentir, l'arrivée du Covid a été, comme la plupart d'entre vous, un réel choc. Et je n'avais pas pensé que je pouvais être privé aussi vite de ma liberté. Je venais déjà, en plus, à peine de comprendre avec mon accompagnement que la liberté est une valeur fondamentale, ce que j'explique dans le précédent épisode, qu'on me la retirait aussitôt. Donc, au moment où c'est arrivé, quand même, le danger apparaissait tellement fort que j'avoue que je ne me suis pas trop posé de questions. Et je me suis privé de cette liberté assez rapidement et je me disais qu'il y avait aussi mes enfants, et c'est là qu'on voit que les choses changent quand on a des enfants en termes de priorité, et on se dit mes enfants passent avant ma liberté. Donc c'est intéressant de se rendre compte comment on devient tout de suite, la focale n'est plus sur nous mais sur nos enfants. Donc dans cette période de total confinement, je me suis remercié déjà d'avoir commencé avant ce confinement, le cheminement de développement personnel et surtout d'avoir travaillé sur mes émotions. Parce que là, clairement, ce qui s'est passé dans cette période-là, c'était comment je vis mes émotions, comment ça se passe, sachant que tout chez moi était très exacerbé à l'époque. Et j'étais content d'avoir eu à travailler, j'avais travaillé dessus, et que ça pouvait me permettre à la fois de gérer, de savoir comment faire avec mes propres émotions, mais aussi celles de mes enfants. Et donc, on devait, avec mon mari, ce qui était important aussi, c'est de ne pas inquiéter les enfants qui étaient encore petits, qui ne comprenaient pas encore trop ce qui se passait. Et on ne voulait pas mettre un effet de stress ou d'anxiété à nos enfants. Et donc, c'était hyper important pour nous de prendre soin de nos émotions et prendre soin des émotions de nos enfants. Donc, la première chose que j'ai décidé de mettre en place, en fait, dans cette période-là, que j'avais apprise en développement personnel, que je vous partage, c'est d'apprendre à gérer ses pensées négatives. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pensées négatives, elles induisent beaucoup de mal-être, en fait, et elles peuvent même jusqu'à nous rendre malades. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez aussi prendre conscience, que quand on a des pensées négatives, on voit toujours les choses de manière où on est foutu, ça ne marche pas, c'est un problème, et que dès le matin, vous commencez déjà avec ces pensées négatives, vous pouvez être sûr que votre journée elle va être foutue, parce que vous avez commencé la journée comme ça, et que si vous entretenez ça en plus pendant toute la journée, ben alors là, vous allez passer une journée où vous allez vous coucher, vous allez dire putain, ma journée était
de merde. Et moi, je me dis qu'à chaque fois, chaque journée est importante, donc c'est dommage de la voir de manière aussi négative. D'autant que dans le long terme, sachez que ça peut vous rendre vraiment malade. Alors, première chose qui a été donc de mettre en place, c'était de regarder les informations une seule fois par jour, puisque c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à l'époque, de regarder moins la télé, justement pour ces mêmes raisons, pour éviter toutes ces injonctions, toutes ces infos négatives, au-delà du fait qu'il n'y avait rien à la télé, mais c'est aussi surtout parce que c'est pour moi source d'anxiété et d'augmentation des émotions négatives. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place et que j'ai mis volontairement encore plus en place et qu'aujourd'hui, je continue parce que je sais que ça protège, ça nous protège sur notre morale, sur nos pensées, pour ne pas être trop négatif. Alors, si vous êtes quelqu'un sur qui les informations négatives n'ont aucun effet, donc tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Ce qui me paraît, on est tous des êtres émotionnels, donc je vois pas pourquoi vous en aurez moins que nous. Mais il y en a qui sont encore plus sensibles. Alors là, ceux-là, si vous êtes comme moi très sensible à tout ça, je vous invite à arrêter tout de suite la télé et arrêter au moins les informations négatives, parce que c'est quelque chose qui va vous miner. Donc, de toute façon, que vous sachiez ou non, ça ne va rien changer au monde, ça je peux vous le dire. Donc, si vous êtes votre priorité et que vous voulez une vraie hygiène de vie, je vous invite à arrêter très rapidement de regarder les infos et l'actualité négative, parce qu'il y a de l'actualité positive, il faut juste la chercher et trouver quels médias écouter. Donc, ce qui est intéressant, au pire, testez, vous allez observer que dans le temps, vous serez déjà moins négatif et moins pessimiste et que vous verrez surtout la vie moins noire qu'avant. La deuxième chose que j'ai faite, donc là, quand on a travaillé après sur les pensées négatives, c'est aussi en parallèle de nourrir d'informations positives. Donc, j'essayais d'imaginer ce que j'allais faire après ce mauvais moment passé. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser ainsi pour n'importe quel souci. C'est pas forcément attendre qu'il y ait un autre Covid qui arrive. Je me disais que c'était la première fois que je passais aussi autant de temps avec mes enfants et que c'était une belle opportunité. Beaucoup de gens comme moi ont réussi à voir cette période comme une formidable opportunité parce qu'ils ont pu passer enfin du temps avec leurs proches, parce qu'il y a des enfants qui sont rentrés chez leurs parents et qui avaient déjà quitté la maison et que ça leur a permis clairement de pouvoir en profiter. Et donc, ils ont réussi à avoir un merveilleux souvenir, plus qu'une période compliquée de ce confinement. Donc dans ces moments compliqués, il est aussi important, donc un autre point aussi qu'on a fait attention, de prendre soin de la communication, parce que quand on est dans une forme d'anxiété comme ça, les émotions elles sont exacerbées, on était nous coincés dans un appartement, on peut pas prendre l'air, et tout ça c'est fait que c'est des choses qui favorisent des émotions que nous ne pouvons pas contrôler. Parce que quand vous avez des émotions qui montent, la première chose c'est que vous pouvez faire, c'est aller prendre l'air, c'est de marcher, de voir d'autres personnes. Là on peut pas. Donc en fait, elles restent confinées, même les émotions, dans notre environnement. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on a appris à être bienveillants aussi les uns envers les autres, de comprendre l'agacement, parce qu'il y a des moments, c'était l'un, après c'était l'autre, ça tournait en termes d'agacement. Et la règle était simplement de s'isoler dans une pièce quand la moutarde, on sentait qu'elle montait au nez, et de pouvoir en parler en presse si on le voulait. Donc ma fille était toute petite, donc c'était moins le cas, elle avait 2 ans et demi, mais mon fils quand même, on était vraiment sur à ce niveau-là, alors qu'il avait à l'époque 8 ans. Donc la troisième chose aussi, c'est que tous les jours, j'avais beaucoup de gratitude de la chance que j'avais d'être en sécurité et de vivre ce confinement dans des conditions très bonnes. Ça aussi, ça m'a donné beaucoup de courage et de choses positives dans mon esprit. La gratitude, quand vous commencez à voir les choses de manière négative, c'est un super pouvoir pour pouvoir se dire, ok, tout n'est pas blanc, tout n'est pas parfait, tout n'est pas comme j'aimerais que ça soit, mais quand même, dans tout ce malheur, il y a quand même quelque chose, il y a quand même des choses de bien et j'ai de la gratitude pour ce que je vis.
Et là, que je pensais, moi, à toutes ces familles qui étaient entassées dans des petits appartements, de tous les étudiants seuls dans leur petite chambre. J'étais aussi rassuré qu'aucun de mes proches n'était hospitalisé. Je mesurais la chance de vivre cette période dans nos conditions. Et surtout, j'étais heureuse d'avoir terminé le contrat juste avant le confinement. Et donc, je pouvais m'occuper des enfants. Et je gardais en tête qu'après tout ça, en plus, on avait trouvé une maison, donc qu'on nous habituerions dans une maison. C'était un moment seulement qui était difficile, mais que les choses allaient changer. Et donc, je prenais soin de faire aussi, de mettre de la conscience dans ce que je vivais pour pouvoir mieux le vivre. Enfin, je me suis rendu compte aussi que cette pause forcée tombait, en tout cas pour moi, parfaitement pour enfin prendre le temps de me poser les bonnes questions. La question principale était: qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Donc, je sais pas, une intuition me disait: ok, est-ce que tu veux repartir comme avant ou est-ce que tu veux changer complètement ta vie? Donc mon premier réflexe, bien évidemment, parce que on se pose pas encore, on commence à se poser des questions, mais on n'a pas envie de se poser forcément les bonnes questions. Mon premier réflexe a été de travailler mon CV pour répondre à des annonces dès que tout ça serait terminé. Je savais pas s'il y aurait des offres d'emploi, comment ça allait repartir après le confinement, mais je me disais, ok, pas grave, je serai prête quand on sortira de ça. Mais au final, je procrastinais et chaque action que je devais faire sur ce CV me prenait 1 milliard d'années. Chaque action que je devais chercher un job, ça me prenait 1 milliard d'années. Après, je me suis dit, comme j'ai 2 ans devant moi, est-ce que je pourrais pas faire une formation et me reconvertir parce que j'ai le temps pour le faire et peut-être que c'est le moment. En fait, quand on regarde, j'ai pas été la seule à avoir ce questionnement parce que c'est là que beaucoup de personnes se sont formées pour accroître leur expertise, pour développer une autre expertise. Mais toutes les formations, en tout cas, que moi je regardais, il n'y a rien qui me faisait vraiment vibrer, il n'y a rien qui vraiment m'intéressait. Et donc, il y avait toujours un petit truc que je trouvais qui n'allait pas. Donc là, dans cette période-là, ma fille avait été repartie en crèche, j'avais que mon fils. Et donc, j'avais commencé aussi mon accompagnement avec une coach pour savoir ce que je voulais faire de ma vie. Pour ne serait-ce que me poser moi les bonnes questions, qu'elle puisse me poser les bonnes questions. Et donc on était parti au départ sur le fait de créer une offre de consulting et de faire un CV pour être manager de transition. Déjà, j'avais plus envie de faire la partie offre de consulting que de faire le CV pour être manager de transition. Parce qu'en fait, là, je sentais que dans l'offre de consulting, je commençais à avoir une certaine liberté, encore une fois, que j'étais encore privé d'elle, mais que j'avais compris qu'elle était importante pour moi. Et donc, c'était la petite graine de l'entrepreneuriat qui avait été mise dans ma tête. Mais bon, à cet instant-là, j'avais vraiment trop peur et je n'avais aucune idée, surtout, de business pour créer une entreprise. C'était quelque chose qui était venu à moi plusieurs fois depuis des années sur le fait que je voulais être entrepreneur. Mais je me disais, déjà, j'y connais rien. Et deuxièmement, en plus, je n'ai aucune idée de business. Et ce qui est intéressant dans cette période-là, c'est que je sentais que je vivais une vraie bataille interne. C'est comme si vous avez 2 petits monstres en vous qui parlent l'un contre l'autre. Il y avait le petit monstre qui disait celle que j'ai envie d'aller de l'avant, de faire quelque chose de nouveau, de sortir de ma zone de confort, de revoir ma vie complètement. Et l'autre qui me disait reste dans un secteur que tu connais, que tu maîtrises. Attention, il y a trop de risques. Tu pourras pas en vivre. Tu risques d'être pauvre si jamais tu ne fais pas quelque chose dans lequel tu es bonne. Et en fait, ce qui était marrant, que je vous raconte l'histoire du déclic, ça a été mon corps qui a parlé. Parce que votre corps vous dit énormément de choses. Si vous prenez le temps d'écouter votre corps, de faire une sorte de sonder votre corps, de voir où vous avez mal, votre corps vous dit qu'il y a quelque chose quand il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous sondez, vous voyez que vous avez ni mal au ventre, ni mal aux articulations, ni mal au cou, ni mal... vous avez mal nulle part, vous dites ok, ça veut dire que je suis bien. Mais quand on prend le temps de juste se poser sur une chaise pendant 5 minutes et de regarder où j'ai mal, qu'est-ce qui va pas, vous êtes étonné de voir que vous avez beaucoup de douleur. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à ce moment-là, mais je vous dis, le pire
mais le pire torticolis que j'ai jamais eu de toute ma vie. Mais je m'en souviendrai comme si c'était hier. Je crois que j'ai encore mal rien que d'y penser, quoi. J'ai été bloqué, que ça m'empêchait de dormir. C'était horrible. Et donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu aller voir quand même un ostéopathe pour me débloquer. Parce qu'il n'y avait que ça à faire. Au final, ce torticolis, qu'est-ce qu'il me disait ? Si vous avez demain un torticolis qui est insupportable, qui vous fait mal, pensez à moi. C'est qu'il est en train de vous dire arrête de regarder en arrière et regarde vers l'avant. Et ce moment-là, je me suis dit ok, si mon corps me dit d'arrêter de regarder derrière et d'aller en avant, je vais aller de l'avant. Alors oui, j'avais le triomètre à 0, je ne vais pas vous mentir. J'étais là, ok, maintenant que j'ai pris cette décision d'aller de l'avant, mais je commence par quoi ? Et donc là, j'ai utilisé une deuxième astuce de développement personnel qui est celle des petits pas. Ce que je faisais, c'est que je me posais une question, je tâchais d'y répondre et de mettre une action en place, avec ou sans l'aide de ma coach. Donc par exemple, quelles sont les compétences qui pourraient être utiles dans une entreprise ? Donc là, j'ai pensé au management, à mon expertise capillaire. Et là, je me suis dit, non, mon expertise sur les cheveux, c'était sympa, mais c'est pas ce que je préférais dans mon job d'avant. Et donc la deuxième question qui est arrivée en suivant, qu'est-ce que j'aimerais faire 100% du temps où je ne verrai jamais le temps passer ? Et là, c'était une évidence pour moi qu'est apparu le fait de développer et de voir grandir les gens. De fil en aiguille, renseignant, discutant, je sais pas, il y avait le métier de coach qui commençait à venir, à me dire « Oh là, peut-être que ça serait intéressant le métier de coach ». Et je peux vous assurer qu'il a été confirmé le jour où j'ai dit à ma coach que j'aimerais être à sa place. Une question cependant restait en suspens pour moi et qui est pour moi primordiale. Pouvons-nous réellement vivre, mais bien vivre, surtout du coaching ? Parce que tous les coachs que je connaissais ne vivaient pas que du coaching. Soit parce que c'était un choix et donc ils combinaient en mode slashing plusieurs boulots, soit parce qu'ils n'avaient pas réussi à le faire et ils avaient été contraints de faire des jobs à côté pour pouvoir se nourrir et faire le métier de coach. Alors ma priorité à cet instant a été de rechercher toutes les infos pour savoir si je pouvais vivre totalement du coaching. Et en parallèle, j'avais proposé à 2 amies, si elles voulaient que je les accompagne, quelques séances, car j'avais vraiment besoin de savoir si c'était un métier fait pour moi. C'est-à-dire, l'idée, c'était de me dire, si je fais 100% du temps ça, est-ce que je vais m'éclater tous les jours ? Parce que une chose est sûre, c'est que je suis quelqu'un qui m'ennuie vite. Et donc, j'avais un peu peur de me dire que peut-être que ça va me plaire 5 minutes, mais pas pendant des années. Et vous allez voir que pour moi, le coaching, c'est en dehors du fait qu'on aide à développer les gens, qu'on accompagne les gens, c'est surtout un métier dans lequel on apprend en continu. Et moi, rien que d'imaginer que je peux apprendre toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, ça me rend hyper joyeuse. Donc, je vous propose de poursuivre la semaine prochaine. Comment, justement, j'ai démarré mon activité de coach. Quels ont été les obstacles internes, plus qu'externes d'ailleurs, que j'ai dû surmonter pour pouvoir me lancer. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Et surtout, dernière petite demande avant de se quitter, laissez-moi une note et un avis à Apple Podcast si vous écoutez via Apple Podcast et une note via Spotify, ou transférez l'épisode qui vous a plu à une personne de votre entourage, car cela me mettra en joie. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.